Fred Savard avec vous pour un 38e épisode. La saison 6 achève. Je vous le dis tout de suite, il reste, avec celui-ci, là, il va rester 3 épisodes. Aujourd'hui, on va avoir un épisode qui va être doux d'une certaine façon. Vous allez voir. C'est un épisode que j'ai enregistré il y a quelques semaines, je dirais même quelques mois, avec Philippe Bourbeau, qui, à l'époque, était professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval, titulaire de la chaire de recherche. De toute façon, en fait, je vais vous laisser je vais le laisser se présenter et présenter aussi où il est rendu. Mais vous allez voir, la réflexion est vraiment intéressante. Puis, sa transition professionnelle, elle reste attachée à un concept qu'on va développer, un concept que je croyais essentiellement utilisé en psychologie. C'est le concept de résilience. Philippe Bourbeau a développé une réflexion de la résilience au niveau des relations internationales qui va maintenant appliquer dans un autre domaine. Tout ça vous sera expliqué et approfondi dans cet épisode, donc je ne vous retiens pas plus loin dans cette introduction pour tout de suite se plonger dans cette discussion que j'ai eue avec le professeur Philippe Bourbeau. Bon épisode tout le monde. Alors, présentement, je suis professeur titulaire au département de sciences politiques et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'immigration et la sécurité à l'Université Laval. Je quitterai cet emploi-là à la fin avril et le 1er mai, j'ai accepté une position, comme j'ai décrit à HEC Montréal. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'un concept que j'associais beaucoup à la psychologie. Ben, on va en parler parce que moi, je veux parler de 3 choses. J'ai fait toute ma carrière sur le lien entre l'immigration et la sécurité. Oui. Et dans les 10 dernières années, la littérature et mes recherches m'ont amené à m'intéresser fortement au concept de résilience, qui effectivement vient dans la conception populaire, ou à tout le moins du grand public, dans la psychologie. À cause de Boris Cyrulnik. À cause de Boris Cyrulnik. Grâce à lui, là, je sais pas. Grâce à lui. Et dans la section développement personnel de n'importe quel Renaud-Bré. Voilà. C'est beaucoup plus que ça. Oui. Évidemment, on s'en doute, là, c'est ça l'idée. On va en reparler avec grand plaisir. Il y a tout un cursus et il y a une historique multidisciplinaire et on se retrouve, et je vous lance un peu le punch tout de suite. On se rend compte assez rapidement que dans le monde francophone, le lien entre résilience et psychologie, développement personnel est très fort. Que dans d'autres... Dans le monde anglophone, pour les 2 mondes que je connais, très honnêtement, là, il est davantage relié à l'écologie. Et donc, ce n'est pas nécessairement un lien direct entre le self-help qu'on peut concevoir, le développement personnel. Et donc, il y a une dichotomie de littérature qui, en toute évidence, depuis 2020, se marient l'un à l'autre. C'est-à-dire que ça, c'est des orientations de littérature qu'on essaie de faire, mais qui datent de certaines années, certaines décennies. Les gens qui travaillent sur la résilience dans les 5 dernières années ne se catégorisent plus du tout de cette façon-là. Et comment on en arrive à appliquer ce concept-là? Est-ce qu'on peut dire que c'est un concept? Ah, tout à fait. Ben, c'est un des arguments que j'avance, moi, dans ma littérature scientifique avec mes collègues académiques. C'est-à-dire qu'on a quitté le terrain du non commun, d'utiliser la résilience pour décrire à la fois une communauté, une société, des individus, mais et de l'amener sur un terrain conceptuel. Et donc, on peut le comparer à plein de concepts. Je vous lance rapidement 2 concepts qui me viennent souvent en tête. La notion de pouvoir. Et donc, évidemment, le pouvoir, on peut le décrire de façon très personnelle. On a le pouvoir sur quelqu'un et le pouvoir des banques, ou ainsi de suite. Donc, il y a une utilisation très nominative. On utilise comme un nom commun, mais il y a aussi tout un champ de la littérature, particulièrement en sciences sociales, qui travaille sur la notion de pouvoir. Qu'est-ce que c'est le pouvoir? Et la sécurité. C'est exactement la même chose. On va parler de sécurité des gens, la sécurité routière, la sécurité des piétons, mais il y a aussi toute une immense littérature sur qu'est-ce que le concept de sécurité, qu'est-ce que ça veut dire qu'être sécuritaire ou être en sécurité. Et donc, pour moi, je pense que, et c'est l'argument que j'amène, la résilience, c'est un peu la même chose. Est-ce que vous êtes le premier? Bon, alors, ça devient très intéressant. Là, c'est des questions qui vont paraître un peu naïves. Je ne suis pas dans le milieu de la recherche. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes ici et que je veux que cette balado... Il n'y a jamais de questions naïves. Ça, c'est très important à dire. Ça n'existe pas. Et ceux qui prétendent le contraire, à mon sens, à moi, font erreur. Notre travail dans la vie, en tant que professeur d'université, ce n'est que cela. De vulgariser et de transiter dans une notion qui fait du sens à tous et chacun. Donc, est-ce que je suis le premier? Bien sûr que non. Ça n'existe plus beaucoup, là, les gens qui sont des premiers de quelque chose. Ça existe encore, mais
particulièrement moins en sciences sociales, je pense. Oui. Moi, mon parcours, il est un peu diversifié et international, et j'en parle parce que c'est là que ça m'amène à la résilience en bout de course. Moi, j'ai fait un doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, dans les années 2000. Vous travailliez sur quoi à l'époque? Je travaillais sur la diaspora chinoise et ça m'intéressait beaucoup les mouvements de migration et comment les communautés s'établissent dans un pays donné, le Canada, la France, le Japon, et quelle est la relation entre le pays d'accueil et le pays qu'on peut dire d'origine. Je suis rentré au doctorat en septembre 2001, littéralement 9 jours avant 9/11. J'ai donc modifié mon projet un peu parce que là, de toute évidence, il y avait une notion de sécurité qui devenait très importante. Ce n'était plus une question de relations communautaires, mais il y avait un aspect très sécuritaire. Et ça m'intéressait de voir comment on fait pour prendre un enjeu qui n'est pas nécessairement un enjeu de sécurité et le transformer en enjeu de sécurité. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immigration, particulièrement au Canada, voire au Québec également, et j'englobe un peu le Québec dans le Canada. Pour l'instant, on peut rester là. L'immigration, c'est une solution. C'est une solution démographique. C'est une solution économique dans les années 70. Et partout dans les démocraties occidentales, l'immigration est vue comme une solution à des problèmes sociaux, démographiques, économiques et autres. Dans les années 90, et donc on retourne bien avant les attentats du 9 septembre, dans les années 90, partout dans les démocraties libérales, partout dans les démocraties libérales, l'immigration devient un facteur de sécurité. Et là, on se met à dire... Un facteur de sécurité ou d'insécurité? D'insécurité, forcément. Et là, on commence à se demander, dès 91... Pourquoi est-ce qu'il y a peut-être des terroristes? Et la notion très forte, et qui revient sans cesse, de cohésion sociale. Est-ce que si on accepte trop d'immigrants, on ne saura plus ce que c'est le Québec. Alors qu'avant, on se posait pas ces questions. Dans les années 80, ça ne se pose pas au Canada. Mais qu'est-ce qui change? Il y a plusieurs facteurs. C'est très difficile d'en identifier qu'un seul. Il y a la fin de la guerre froide. Et donc, il y a une redynamisation. Il y a aussi, dans les années 90, 70-90, la notion de réfugiés. Et d'abord et avant tout, encore une fois pour les démocraties libérales, c'est une notion de réfugiés communistes. Et donc, on a tout avantage à les accueillir. Et là, en 90, c'est moins le cas. Et on fusionne... Donc, accueillir des réfugiés des systèmes communistes, il y a une espèce de sentiment un peu diffus d'aider ou d'accueillir ces gens-là dans un système libéral. Écoutez, les historiens pourraient nous le dire plus rapidement. Mais on pense au Vietnam et la relation du Vietnam avec le Québec, entre autres, où on en a accueilli beaucoup et ça semblait pas poser problème. Et avec raison, pour plein de raisons. Et il faut se comprendre que dans la guerre froide de 50 à 90, l'ennemi, et avec raison, parce que il y avait une notion de danger et d'incertitude et d'inquiétude. Là. L'ennemi, il est clairement idéologiquement communiste. Et donc, d'accueillir des gens qui ont réussi à se sauver d'une dictature communiste, avec raison, il faut célébrer ces arrivées-là. Je dirais, loin de là l'idée de dire que c'était pas une célébration. Mais le changement géopolitique des années 90 bouge. Et il y a aussi une notion, il y a une augmentation du nombre d'immigrants, qui n'est pas la même chose que des réfugiés. Et donc, il y a plus de gens qui bougent. Ils viennent de partout. Et là, du coup, on les contrôle moins parce qu'il y a une notion de contrôle de frontières. Souvenez-vous, c'est aussi en Europe le début de la libre circulation des Européens. Et donc, qui dit libre circulation entre les Pays-Bas et la France dit frontière à quelque part à l'externe de tout ça. Et donc, il y a une notion de dualité. Est-ce qu'on peut se promener comme on veut, mais il faut mettre un mur ou une barrière ou une frontière quelque part. Et donc, des années 90, il y a tout à fait un paquet de facteurs qui viennent jouer dans cette dynamique-là. Dans nos termes, à nous, en tant que spécialistes de la question, ils viennent sécuritariser ou sécuriser l'immigration. Et moi, ça m'intéressait beaucoup de voir comment on passe d'un enjeu qui ne l'est pas à un enjeu qui ne l'est. On peut reprendre l'environnement, c'est la même chose. Dans les années 50, 60, l'environnement, c'est un enjeu, mais ce n'est pas nécessairement un enjeu sécuritaire. Et pourquoi se fait-il que ça le devient? Est-ce que la réalité parle d'elle-même uniquement? Est-ce que le fait des changements climatiques est suffisant pour opérer
une notion de sécuritarisation ou, d'une certaine façon, on peut aussi amener l'argument qu'il y a une volonté politique de le sécuritariser. Ouais. Bon, là, donc, vous êtes au doctorat, votre objet de recherche se transforme. Après ça, comment vous en venez à... Parce que pour moi, c'est abstrait là, de dire on va utiliser un concept comme la résilience et on va l'appliquer à la politique, à la mouvance de l'immigration sur un plan international. Ben, c'est parce qu'on se pose toujours une série de questions et pour les auditeurs qui connaissent peut-être un peu moins ce milieu-là, il faut savoir que professeur d'université, il y a des grades. Ouais. Et moi, je l'apparente très souvent un peu à la limite à un système militaire. On est professeur assistant ou adjoint, là, ça dépend des terminologies, pour les 6 premières années très souvent, ou en tout cas essentiellement. Et on devient permanent lorsqu'on est agrégé. Ouais. Et après, on est professeur titulaire. Pourquoi je mentionne tout ça? Parce que assistant et agrégé, le nerf de la guerre, c'est de faire des recherches et de publier et de dialoguer avec la littérature scientifique de son domaine précis. Ouais. Et donc là vient tout un échange dès la sortie de mon doctorat avec cette notion-là de sécurité. Qu'est-ce qui fait qu'un enjeu devient une question de sécurité? Ouais. Et à travers ça, il y a plein de questions qui viennent se poser. Un peu de différentes branches, des sous-questions. Est-ce que c'est une notion de vulnérabilité? Est-ce que c'est une question d'adaptation? Est-ce que c'est une question de pouvoir? Et au cœur de tout ça, moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'opposition, ou à tout le moins la relation entre le discours et la pratique. Ouais. Si on dit, et est-ce qu'un premier ministre canadien qui dit que l'immigration est une question de sécurité, est-ce que ça le devient parce qu'il le dit? Ah ouais. Ou ça prend tout un appareil de pratique bureaucratique, légal, financier, à la limite, pour le mettre en place et le mettre en œuvre? Est-ce que le discours est suffisant ou il doit être suivi par la pratique? Et l'inverse se pose aussi. Est-ce que le discours ne fait que refléter ce que la pratique fait depuis des années? Ouais. Et donc, il y a un paquet de sous-questions qui viennent. Je déménage en Europe, j'accepte un poste de prof à l'université en Belgique. Et là, la notion de comment s'intègre l'immigration et la sécurité et qu'est-ce qui provoque le désir de, encore une fois, sécuritariser l'immigration. Et là, moi, je découvre le thème de résilience et son concept. Et j'avance l'argument depuis que la résilience est le nerf de la guerre pour sécuritariser. C'est-à-dire qu'on utilise la sécurité pour asseoir l'ambition de résilience. La résilience, c'est plein de choses, et c'est plein de choses de façon multidisciplinaire. Et ça, c'est important de le voir parce que nous, en sciences politiques, ou à tout le moins les gens qui travaillent à l'international, on s'intéresse à plusieurs domaines et plusieurs idées. Les gens le savent, en psychologie, on connaît tous quelqu'un, un individu, un ami, un membre de la famille, qui on pourrait le qualifier de résilient. Ouais. Et en psychologie, dans les années 40 à 70, on a défini la résilience comme telle. Cette capacité, pour utiliser un terme anglophone, de bouncing back, de rebondir après un choc. Ouais. C'est une qualité. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont moins. Ouais. Et il y a plein d'études en psychologie qui tentent d'essayer de voir qu'est-ce qui fait que certains individus le sont, qu'est-ce qui fait que certains individus ne le sont pas? Et on parle en termes statiques et binaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir résilient. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. C'est presque un trait de caractère. Okay. Toute cette littérature-là bouscule les années 70-80. Et là, on commence à parler de processus. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut peut-être devenir résilient. On est toujours dans l'individu, évidemment. En écologie, c'est d'abord et avant tout une notion de retour à l'équilibre. Donc, un lac dans lequel il y a un déversement pour quelconque raison d'eau polluée ou de je ne sais quoi. Comment le lac fait-il pour revenir à l'état d'équilibre d'avant? Donc, c'est un peu la même notion. C'est de rebondir vers le passé qui est un peu figé. On le voit tout de suite. Dans le monde social, le passé n'est jamais figé. Il est propre à l'interprétation. Qu'est-ce que c'est le Québec des années 50? C'est pas tout le monde qui est d'accord. À tort ou à raison. Et je pense, moi, que c'est la multitude d'interprétations, justement, qui donne un peu de richesse. Et donc, en sciences sociales, de retourner, de rebondir vers le passé, en soi, ça nous dit pas grand-chose parce que ça fige qu'est-ce qu'était le passé.
Et donc, moi, j'amène l'argumentaire et la définition que la résilience, c'est un processus. Donc, ce n'est pas binaire. Ouais. C'est un processus d'adaptation à des chocs. Et, encore une fois, le choc, parfois, il est à l'intérieur d'une société. Ouais. Et parfois, il est à l'extérieur. Il peut être à la fois interne et externe. Et on s'adapte pour faire 3 choses. Soit qu'on veut maintenir un statu quo. Donc, c'est l'idée de revenir à ce qu'on était avant. Ouais. Soit qu'on adapte en marge. On accepte un peu, si on veut, le choc ou l'élément perturbateur. Et on ne veut pas tout changer, mais on va dans les marges et puis on ajuste ici et là un 10-20% de certaines choses. Et 3e point, on se renouvelle. Ouais. Et je pense que ça se fait au niveau individuel. Et moi, ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est au niveau social et international. Ouais. Et donc, la résilience, c'est cette capacité ou c'est ce processus d'adaptation en fonction de se maintenir, de se modifier aux marges ou de se renouveler. Ouais. Et là, l'immigration? Et là, l'immigration et la sécurité, l'exemple il est parfait. On le voit davantage dans le contexte, dans le cas français, mais il y a des points qui ressortent dans le contexte nord-américain. Cette idée que l'immigration, si on en accepte trop, il faut, et c'est important, de retourner à ce qu'était la France d'avant, ce qu'était le Québec d'avant. Et là, je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'échelle normative entre ces 3 options-là. Moi, je n'essaie pas d'amener l'argumentaire que de retourner en arrière et de rebondir vers le passé, c'est moins bien. Ouais. Moi, mon rôle, c'est de décrire ce que je vois et de l'analyser. Ouais. Je n'émets pas un jugement sur le fait qu'il ne faut pas retourner en arrière. Ouais. Mais c'est manifeste. Ouais. Il y a une logique de retournons à ce que nous étions, sinon on va se perdre. On ne saura pas ce qu'est le Québec et les Québécois vont se perdre si on va dans cette direction. Ça, vous l'observez, on l'observe de toute façon. Je pense qu'on peut le voir assez rapidement dans les médias. Moi, ce que j'avance aussi, c'est qu'on voit l'autre côté. Cette notion de, oui, il y a de l'immigration, oui, il y a des gens qu'on accueille, et ça nous permet de renouveler qui nous sommes, sans tourner le dos au passé, sans se renier, mais ça nous permet, nous Québécois, nous Français, nous Anglais, nous Belges et ainsi de suite, à se renouveler. Et là, moi, j'amène l'argumentaire que c'est pas uniquement en termes de nation, c'est pas juste les Français, les Québécois, mais je pense que ça s'applique également aux entreprises. Je pense qu'une entreprise peut tenter, devant un choc financier, autre, ou ainsi de suite, de retourner en arrière. On va retourner à ce que nos produits, nous produisions il y a 20 ans, parce que ça, c'est notre core business, où on va profiter, où on va saisir l'opportunité pour se renouveler. Et la résilience vient jouer quel rôle? La résilience dans vos observations? La résilience, c'est le moteur qui permet de justifier les politiques qu'on va prendre. Et donc, si on voit... D'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. Et on a une réaction résiliente si on tente de se protéger. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment de protéger les acquis. Ouais. Et c'est la définition même il y a un effet perturbateur et je mets en place une série de pratiques et de politiques pour retourner à avant. Ouais. Ou effet inverse. Mais ça, moi, de l'extérieur, ça me semble, avant d'être un processus, ça me semble être très, très lié à une contingence de toutes sortes de facteurs. Puis les gens qui sont en place, sur le plan politique, lorsque la migration ou les flux migratoires semblent, parce que vous l'avez dit en début d'entrevue, la perception qu'on a collective, elle a changé avec les époques. Donc, comment la résilience, en fait, devient un processus, entre guillemets, qui peut être utile pour observer des phénomènes qui sont, dans le fond, qui découlent de décisions de politiciens avec des sensibilités différentes d'une époque à l'autre? Parce que il y a une recherche de stabilisation, je pense, sociale, en termes de... Qui va au-delà des partis. Qui vont au-delà des individus, qui vont au-delà des partis. C'est pour ça qu'on peut parler d'un monde social. C'est parce qu'on fait des grandes généralisations à grands traits, on s'entend. Mais il reste qu'il y a des mouvements qu'on doit, à mon sens, souligner. Ouais. Je disais en début d'entrevue, dans les années 90, partout dans les démocraties libérales, l'immigration a débuté à être perçue en partie, par certains, pas par tous, comme un enjeu de sécurité. Ça, c'est une grande généralisation en gros traits qui marque le pas. Elle est observable. Ouais. Et là, dans le cas de la résilience, il y a toujours
deux façons d'utiliser le concept, c'est-à-dire soit qu'on utilise le concept pour voir les politiques, et donc on décrit les politiques comme étant des politiques résilientes. Et ça, vous le voyez, beaucoup de politiciens vont utiliser le terme de résilience. Nous, les Québécois, nous sommes résilients devant la pandémie, les tsunamis, les désastres naturels, et avec raison, parce que là, on décrit quelque chose, et il y a le pendant, davantage peut-être académique, d'utiliser la résilience pour être capable de mieux comprendre les réactions. Et c'est là, moi, je pense qu'il y a un intérêt. La résilience, elle est utile en tant que concept pour mieux comprendre comment une business se renouvelle, pourquoi elle ne se renouvelle pas, pourquoi certaines organisations internationales survivent et d'autres moins. Pourquoi l'OTAN existe toujours et d'autres existent moins. Comment se fait-il que l'Organisation mondiale de la santé a réussi à survivre les soubresauts, pour le dire comme ça gentiment, de la pandémie? Exactement. Est-ce que c'est toujours bon d'être résilient? Ah, ça devient très intéressant. Parce que la résilience... Parce qu'on a l'impression, vite comme ça, que ça doit être bon d'être résilient. Ben, ça, c'est une très bonne question parce que toute la littérature en psychologie part du principe que c'est une bonne chose. Et on les comprend parce que le choc, l'élément perturbateur, très souvent dans cette littérature-là, c'est de nature agressive et agressante. On parle d'agression sexuelle, on parle de traumatisme personnel inimaginable. Et donc, immanquablement, les gens qui réussissent ou qui sont capables ou qui développent de la résilience face à ça, on ne peut que s'en réjouir. Au niveau social, ce n'est pas la même chose. Parce qu'on peut... Et ce qui est important de comprendre, c'est que le choc ou l'élément perturbateur, il est moment d'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que pour un dictateur, des manifestations pro-démocratiques est un élément perturbateur et il va ou elle va vouloir démontrer de la résilience. Donc, il y a de la résilience autoritaire face à ces mouvements démocratiques-là. Est-ce que d'être résilient dans ce cas-là, c'est une bonne chose? Ben, au premier regard, on pourrait trouver que ce n'est pas le cas. Donc, c'est très important de comprendre que la résilience n'est pas uniquement une bonne chose. Et là, je pousse l'argumentaire plus loin parce qu'on l'a vu dans la littérature et les gens l'ont vu à bien des égards dans leur vie personnelle sans que ça soit vraiment nommé résilience. Il y a aussi toute une stratégie où à tout le moins, il y a beaucoup d'académiques qui voient dans la surutilisation du concept de résilience comme une stratégie néolibérale de gouvernance. Pourquoi? Parce que, à leurs yeux, et je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort tout le temps, mais c'est une lecture incomplète, à mon sens, ils voient dans cette dynamique de résilience une volonté de la part de l'État de se soustraire à ses responsabilités civiles. Et donc, c'est l'idée, on le voit beaucoup moins en Amérique du Nord, mais c'est l'idée de dire, s'il y a une catastrophe naturelle, il y a des gens qui ont appris à mieux se préparer que d'autres. Et donc, ceux qui ont démontré de la résilience seront mieux placés. Et donc, il en revient un peu de vous, c'est un peu de votre responsabilité sur les individus. Aux individus de se développer résilient à travers le temps. Et donc, ce n'est pas à l'État nécessairement d'assumer cette responsabilité-là, mais c'est cette idée de stratégie néolibérale, individuelle, autosuffisante, et que l'individu doit être maître de ce qui lui arrive en tout point. Je pense qu'ils n'ont pas tort, les gens, d'identifier cette dynamique-là. Moi, à mon sens, elle était complète. Ce n'est pas que cela, la résilience. Il y a cela, il ne faut pas le nier, mais ce n'est pas que cela. Est-ce que l'uniformisation aussi entre les États a un impact, en fait, nie un peu peut-être des réponses collectives qui seraient différentes dans un contexte qui n'est pas le néolibéral? C'est-à-dire que ça, je dirais qu'on le voit de façon générale dans les politiques de développement international. La résilience, elle est surutilisée, galvaudée. Beaucoup d'auteurs et d'académiciens ou d'intellectuels ou de chercheurs critiquent ouvertement et fortement d'ailleurs l'utilisation de la résilience pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer. À leurs yeux, c'est clairement une stratégie néolibérale internationale, c'est-à-dire que s'il y a sécheresse dans tel pays au sud de l'Équateur, c'est parce que les gens se sont pas bien préparés. Oui et non. Et donc, est-ce qu'il y a une uniformisation des différents pays? Je pense qu'il y a une uniformisation de domaine.
Et là, que ce soit la politique de développement international du Canada ou celle de la Belgique, beaucoup pourront identifier les thèmes communs, assurément. Est-ce que c'est mieux de résister ou d'être résilient? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose et on a effectivement eu tendance très longtemps, tant dans la littérature que je dirais, dans l'activité du débat grand public, de les opposer. C'est-à-dire qu'il vaut mieux résister à l'imposition de nouvelles politiques plutôt que de s'y adapter. Et parfois, être résilient a longtemps été perçu comme étant celui qui, dans le fond... accepte. Penche la tête un peu, accepte et au contraire, relevez-vous et résistez à l'envahisseur, au colonialisme, à plein de choses. On a fait des numéros spéciaux dans les revues spécialisées. Les chercheurs se sont extrêmement intéressés à cette dynamique-là parce que de toute évidence, il y a opposition dans l'imaginaire qui frappe et qui est là. Il se trouve que, de façon générale, le consensus, c'est ils ne sont pas si opposés que ça, ces concepts-là. C'est-à-dire que ça prend énormément de résilience pour résister à un État. Ça prend énormément de résilience pour résister pendant plusieurs années. Un mouvement qu'on appelle le capitalisme, le néolibéralisme ou l'envahissement territorial de certaines régions ou une dictature. C'est-à-dire que de résister, c'est bien, mais il va falloir avoir une certaine dose de résilience parce qu'il y a des hauts et des bas dans la résistance. On parlait de sécurité tantôt et d'immigration. Vous me direz si je gère dans la façon que je vois ça, mais là, on assiste vraiment à une montée. On parlait tantôt, vous disiez les années 90, on le vu en Europe, bon, il y a un durcissement, c'est la fin de la guerre froide. Là, il y a clairement un durcissement aussi face à l'immigration. Montée des extrêmes droites. Beaucoup en Europe, plus qu'ici. Peut-être que vous ne voyez pas les choses de la même façon, mais moi, j'ai l'impression que les idées d'extrême droite ont une place médiatique, ont une place dans la conversation sociale, beaucoup au travers du prisme de l'immigration. Ça, il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi sur la montée du populisme. La réponse que moi je peux donner, c'est une réponse de citoyen tout autant que vous. Effectivement, il y a plein d'expressions et d'illustrations qu'il y a une montée. L'immigration semble être un peu le bouc émissaire de plein de choses. Faut savoir aussi que, généralement, l'immigration, peu de gens la défendent. C'est-à-dire qu'il y a des organisations à la défense des droits humains et des immigrants, mais c'est pas la même chose que de dire... certains pans de la société ou certaines activités économiques ou certains groupes ou certaines classes. Et donc, l'immigration et l'immigrant est souvent le bouc émissaire de plein de choses. À tort ou à raison, je pense qu'il faut faire très attention de balayer du revers de la main toute critique du mouvement migratoire, tout autant qu'il faut faire très attention d'accepter tout, les yeux fermés, et de penser que tout va bien. Exactement. Je pense qu'il y a une notion d'avoir une analyse un peu réfléchie et pondérée de part et d'autre. Et ça, moi, je pense que c'est important de l'avoir, particulièrement dans le mouvement qu'on vit maintenant. Parce que s'il n'y a pas de réflexion et d'analyse rigoureuse, ou à tout le moins, qui prend le temps de peser le pour et le contre, il me semble qu'on erre. Et c'est justement pas ça qu'il faut faire. En fait, il faut essayer de reconnaître que l'argumentaire de gauche ou de droite vaut la peine très souvent, à tout le moins, d'être écouté pour être en désaccord, s'il le faut. Et de le critiquer. Et de le critiquer. Mais balayer, généralement, ce n'est pas une bonne chose. On parlait tantôt d'écologie, d'environnement. On peut prévoir que le réchauffement climatique va amener son lot de déplacements migratoires forts. On va être touché. Ici, j'imagine que un chercheur qui s'intéresse à la résilience, c'est quelque chose qui l'interpelle. Assurément. Et la résilience il faut voir la résilience de quoi ou de qui? Est-ce que c'est la résilience des individus eux-mêmes qui doivent quitter des zones qu'on pourrait qualifier de plus vivables, par exemple, pour diverses raisons. Mais ça, on le sait que ça va arriver. Et donc, est-ce qu'eux sont résilients? Et là, on peut le transposer de façon très personnelle. Moi, c'est pas ce que je fais dans mon travail, mais on le voit très bien. Le père, la mère, la famille, les enfants, les grands-parents qui doivent quitter l'endroit où les gens ont grandi, c'est pas tout le monde qui a envie de faire ce choix-là. La majorité des gens, les dernières statistiques, faudrait que je vérifie, mais la très grande majorité des humains
se retrouvent à mourir essentiellement là où ils sont nés. Ouais. Dans un rayon, disons, de 100 km ou 150 km. Ouais. Mais il reste que sur la planète Terre, 100 km, c'est pas beaucoup. Ouais. Et donc, la majorité des gens sont relativement sédentaires. Ouais. On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui migrent. C'est vrai, il y en a 300 millions sur la planète. Mais il reste que la majorité des gens. Et donc, d'être forcés de quitter pour des raisons de catastrophes naturelles ou de changements climatiques causés par l'humain et par autres, ouais. Ben, ces gens-là devront démontrer assurément une certaine capacité de résilience. Les communautés également, parce que oui, il y a les individus, il y a les familles, mais, et ça, je pense que dans une société comme le Québec, on peut le voir assez facilement, de quitter un endroit, on quitte également une histoire. Oui. Et on quitte soit une langue, soit des repères historiques, que ce soit des lieux ou des façons de faire. Oui. Et ça... des récits. Des récits. Il me semble que n'importe quelle communauté, qu'on peut utiliser le terme nation ou pas, mais n'importe quelle communauté ou société serait très hésitante à quitter ça sans tout amener dans sa valise. Ouais. Alors, on sait très bien que ça va être difficile d'amener tout ça. Ouais. Et comment fait-on? Ça, je pense qu'il y a des sociétés, des communautés qui devront démontrer de la résilience. Ouais. Et l'inverse, pas l'inverse, mais l'autre côté est tout aussi vrai. Ces gens-là qui devront se déplacer, ils se déplacent vers un endroit. Et donc, il y aura résilience pour les gens qui devront et qui voudront accepter, ouvrir la porte. Oui. Et là, il y a toujours cette dynamique. Est-ce que être résilient devant une perturbation, un événement nouveau, est-ce que je cherche, moi en tant qu'individu, mais surtout dans le cas qui m'intéresse en tant que société, communauté, pays, est-ce que je cherche à demeurer ce que je considère que je suis au moment X, ou je profite de ce qui arrive pour tenter de me renouveler et d'avancer. Mais là, on est là-dedans, là. On est là-dedans. Parce que là, on a un parti qui aimerait qu'on se prononce collectivement sur son avenir et qui met de l'avant les raisons pourquoi il faut le faire, l'idée qu'on va disparaître. Le chercheur en vous, là, comment il... Comment on peut réfléchir à ça en sortant de l'actualité, en fait? Ben, je pense qu'il faut d'abord et avant tout se poser la question, que veut-on protéger? Voilà. Qu'est-ce que c'est le nous? Ouais. Et à quel nous, entre parenthèses, on veut se raccrocher? Ouais. Et qu'est-ce qu'on veut définir pour le futur? Et donc, si collectivement, et encore une fois, là, moi je le dis de façon très ouverte, il n'y a pas de progression normative. L'une des réactions n'est pas mieux que l'autre. Ouais. Mais je pense qu'il est important qu'on la prenne conscience et qu'on sache vers quoi on s'en va. Ouais. Est-ce qu'on veut revenir dans un nous qu'on qualifie d'une certaine façon, ou on veut, encore une fois, requalifier le nous? Ouais. Et ça, moi, je pense que c'est la question que les Québécois, les Québécoises, dans le système politique présentement, vont et devront se poser. Et je pense qu'ils se la posent de façon très régulière à différentes expressions. Mais je pense que la majorité des gens qui sont informés se posent ces questions-là, tant au niveau individuel que social. Qu'est-ce que c'est le Québec? Est-ce que le Québec des années 40, c'est ça qu'on veut revoir? Est-ce que c'est celui des années 90? Est-ce que c'est celui des années 2000 amélioré? Est-ce qu'on veut garder ce qu'on est maintenant, mais changer quelques petits trucs, un peu à gauche, un peu à droite, un peu au centre? Ou au contraire, est-ce qu'on veut, par exemple, on pourrait concevoir l'indépendance comme une opportunité de renouvellement, par exemple? Oui. Pour certains, ça pourrait être exactement ça, en fait. Tout à fait. C'est de ce bon... Que cette idée-là revienne dans l'actualité, soit prononcée par le Parti québécois qui ne l'a pas toujours porté devant. Des fois, c'est un parti, même s'il est indépendantiste, qui se contentait très bien d'être un parti provincial. Est-ce que c'est une sorte de résilience face à une analyse du flux migratoire, en fait? Est-ce que c'est une réaction résiliente sans le savoir à ce qu'on perçoit être une menace? Ah, je pense que oui. Je pense qu'effectivement, c'est exactement ça. Le chercheur en moi voit de la résilience un peu partout, honnêtement. Ouais. Sans qu'elle soit nommée. Ouais. Mais je pense qu'il y a deux façons de le voir. Le discours actuel est un discours de conserver et de protéger la nation québécoise via la langue, via le déclin du français. Dans la dernière année,
dans le système universitaire, on a vu plein d'illustrations de cela, que ce soit le Parti québécois ou la Coalition Avenir Québec. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Donc, il est là, le discours, il est là, assurément. Moi, je vois des pointes de résilience, de rebondir vers l'avant. Donc, cette capacité de se renouveler, je sens, je lis, je vois cette notion que ce n'est pas uniquement que de retourner aux années 60 de la Révolution tranquille. Soit, il faut bâtir sur ça, mais l'idée n'est pas d'un retour et de conserver en tout point ce que nous étions dans les années... Ça, vous ne le voyez pas, comme chercheur? Je le vois, c'est-à-dire que je vois les deux. Je vois la notion de retourner, de rebondir vers le passé, mais je vois la notion de rebondir vers l'avant. Je perçois qu'il y a une notion, à tout le moins, de se poser la question. Est-ce que vraiment le nous, c'est un nous du passé ou il y a possibilité que ce soit un nous du futur? Est-ce que la résilience rime avec progrès, nécessairement? Ça dépend comment on la définit. Alors, aux yeux de certains, dans le monde politique, évidemment, la résilience rime constamment avec progrès. Parce que pour plusieurs, dans le cas qui nous intéresse, le progrès, c'est de retourner à ce que nous étions avant et de protéger nos acquis. Et ça, je pense que c'est un argument qui se vaut. Il est très défendable, parfaitement légitime. Le progrès, c'est de se donner les moyens de protéger ce que nous sommes à ce moment-ci, ce que nous considérons que nous sommes. Et ça, c'est immanquablement du progrès. Aux yeux de certains, c'est exactement l'inverse. C'est loin d'être un progrès, c'est d'un retour en arrière, mais je pense que l'argument se vaut. La résilience rime également avec progrès dans une notion de renouvellement. Et là, ça semble peut-être un peu plus logique. Là. On se renouvelle, on se redéfinit, immanquablement, renouveler, redéfinition, ça rime peut-être davantage avec progrès. Tout le moins, cette image d'avancer, progrès, c'est un peu par en avant, rebondir vers l'avant. Et là, il n'y a pas d'argumentaire à dire ou à défendre. Ça va un peu de soi. Mais moi, mon point, c'est de dire, il est faux de penser que de rebondir vers le passé, ce n'est pas un progrès. Je pense que les gens le voient comme tel. Le chercheur en moi est très sceptique, par contre, de cette façon-là. Je ne suis pas convaincu que de rebondir vers le passé est réellement un progrès. Mais dans les thèmes qu'on voit au Québec, je pense que l'argumentaire se défend très bien. Juste pour être sûr qu'on comprenne bien, parce que ça reste ce concept-là de résilience dans la politique internationale, on y arrive, là, mais je suis pas sûr de bien le comprendre. Puis je vais m'assurer aussi que les auditeurs et les auditrices le comprennent bien. Dans la littérature que vous m'avez fournie pour préparer cet épisode, vous donnez l'exemple de Charlie Hebdo, qui peut-être est un bon exemple de l'idée de résilience dans un contexte de collectif politique? Tout à fait. Il s'exerce à plein de niveaux. Charlie Hebdo est une illustration, mais on peut le voir de plein d'autres façons. Je pense que dans la dernière année, la remodélisation, si on veut dire, ou la restructuration du système, je dirais, médiatique québécois-canadien, illustre énormément de résilience. Et donc, Charlie Hebdo, effectivement, c'est un exemple que je cite parfois dans les écrits, mais plus récent, je pense qu'on le voit très bien. Est-ce que pour la survie d'une entreprise, doit-on refaire ce que nous étions avant? Est-ce que Radio-Canada devrait rester ce qu'était Radio-Canada dans le temps des années 80, ou elle doit immanquablement, obligatoirement se modifier, s'adapter? TVA, c'est la même chose. Et je pense que les dirigeants de ces compagnies-là sont pris au piège avec exactement cette question-là. Comment fait-on pour s'adapter avec brio, efficacité, et pour certains, et pour la majorité des entreprises, avec succès financier, à une situation donnée, qui peut être perçu comme un choc ou une perturbation. Alors, il faut comprendre aussi qu'un choc, parfois on a un peu l'image que c'est un choc individuel, une fois, une chose qui nous frappe. Mais la majorité des criminologues et des gens qui travaillent maintenant sur la résilience le disent. Le choc et la perturbation sont davantage une accumulation de chocs, une accumulation de perturbations. Fait que pour les médias, on pourrait appliquer un peu la même idée, c'est-à-dire que c'est pas un traumatisme qui arrive d'un coup, c'est une accumulation
de choc. Je pourrais même aller plus loin et dire que ce qu'on fait présentement est l'illustration même de la résilience. Oui. C'est-à-dire que toute la décision... Non, j'allais dire du problème des grands médias. Là, parce que, peut-être ça, c'est votre argument à la limite, c'est pas le mien. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est l'existence même des balados-diffusions à l'extérieur du cadre médiatique traditionnel des années 90 est l'exemple parfait d'une notion de renouvellement. Ouais. C'est-à-dire qu'on a voulu faire avec la technologie, le changement social, c'est arrivé, cette histoire de balado-diffusion, la télévision est en perte de vitesse, et les gens, ils ont fait quoi? Ben, les gens, il y a probablement deux catégories de professionnels dans votre milieu, que je connais pas beaucoup, mais j'assume. Et donc, il y a le professionnel, j'imagine, qui se dit, ben moi, ce que je veux, c'est rester dans le cadre traditionnel, conventionnel, orthodoxe, et je le dis pas de façon négative ici. Non, parce qu'il y a des avantages aussi. Exactement. Et alors que d'autres ont vu dans cette ouverture-là une opportunité en or. Tout à fait. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit de la balado-diffusion et autres. Et donc, j'ai fait preuve d'une résilience professionnelle. Ben, il y a eu un renouvellement, c'est clair. Oui, tout à fait. Exactement. Le mot-clé, c'est renouvellement. Est-ce que c'est de la résilience professionnelle? À vous de me le dire. Moi, je pense que oui. Oui, moi aussi. Et je pense qu'on le voit partout. Et alors, si c'est vrai dans le cadre individuel, si c'est vrai, et là, on se rend compte qu'on a parlé de résilience dans les domaines des médias, de l'immigration, de l'économie, des réseaux sociaux, des catastrophes naturelles, des changements climatiques. On commence à parler de la résilience dans beaucoup de domaines. Bon, là, on vient de parler des médias. Là, je pense qu'on se rapproche un peu de vos nouvelles votre nouveau poste et votre nouvelle sensibilité de chercheur sur le plan plus des affaires. Exactement. Et donc là, moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la résilience organisationnelle. Comment une organisation, qu'elle soit internationale, publique, gouvernementale, privée, fait pour survivre, s'adapter et donc être résiliente. Quels sont les processus qu'elle prend et est-ce qu'on voit la même chose? Est-ce qu'on voit les mêmes indicateurs, les mêmes pratiques, les mêmes discours? Et donc, j'ai l'immense bonheur et enthousiasme de bondir dans l'univers de HEC Montréal, titre de professeur dans un département d'affaires internationales. Et donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on décloisonne et on déboulonne les HEC de façon générale, ou les business schools, là, pour le dire en anglais. Il y a de plus en plus une réalisation que c'est important de connaître l'international lorsqu'on fait cette entreprise-là. En fait, de comprendre les dynamiques. De comprendre les dynamiques et que du coup, c'est important de se donner les moyens de les comprendre. Et donc, c'est une extrêmement belle opportunité de ma part que j'ai reçue de joindre. Là, on sort de... Mais par rapport à ce que vous faisiez... Il y a une continuité et il y a des ruptures, assurément. Faut comprendre que je pense que dans le système québécois francophone, de la mobilité universitaire, elle n'existe pas beaucoup. La mobilité universitaire américaine, de par le simple nombre d'universités et ainsi de suite. Mais j'imagine que ça peut aller au-delà de ça. Ça peut être aussi une sensibilité ou en tout cas une ouverture à ce que ça se fasse aussi qui peut être différente d'une culture à l'autre. Écoute, ça serait intéressant de voir sociologiquement. On dit souvent que dans le Thanksgiving américain, c'est là qu'il y a le plus de vols internes aux États-Unis parce que les gens vivent dans plusieurs États et bougent beaucoup. La mobilité intra-américaine, elle est très forte. La mobilité intra-québécoise, oui, certes, mais de façon générale, un peu moins. Et donc, on le voit dans le monde universitaire également. Des professeurs qui quittent Sherbrooke pour aller à Montréal et vice-versa, Montréal vers Québec ou Québec vers Rimouski. Ça existe, évidemment. Mais de façon générale, c'est plus rare. Donc là, c'est sûr qu'il y a une rupture très forte. Il y a une rupture de paradigme. C'est-à-dire que oui, le système universitaire, il est à tort, je pense, parce que la vie ne se présente pas de façon disciplinaire et les problèmes ne se présentent pas, ou les enjeux, je dis problème, mais les enjeux ne se présentent pas de façon disciplinaire. Et moi, quand j'ai travaillé sur la pandémie, j'ai édité sous la direction un livre sur la pandémie où j'ai invité plusieurs chercheurs de plusieurs disciplines. Et il me semble clair que les enjeux internationaux, particulièrement internationaux, ne se présentent pas sous une facture disciplinaire. Et donc, oui, dans mon cas, moi, il y a une rupture de paradigme. Je quitte relations internationales politiques pour me diriger vers une école de commerce, mais une école de commerce qui a eu l'intuition et, je pense, l'excellence de reconnaître
qui doit avoir des affaires internationales à l'intérieur de cette école-là. Ouais. Et donc, oui, il y a un changement de paradigme, mais pas tant que ça. Et je deviens co-directeur, et c'est là que ça devient intéressant, je deviens co-directeur de l'Institut international de diplomatie économique. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que la diplomatie économique? Historiquement, au Québec, on avait d'abord et avant tout une diplomatie culturelle. Oui. Les délégués généraux du Québec à New York, à Paris, à Los Angeles, de mémoire, je pense on en a à peu près une trentaine. Oui. Ils avaient la tâche et les responsabilités de faire connaître la culture québécoise aux New-Yorkais afin de mousser les arts québécois. Et donc, on allait vendre Marie Laberge. Et on allait vendre les Cowboys fringants et on voulait que Robert Charlebois se produise à Paris. Et c'est ça qui est important, que le Cirque du Soleil soit à Vegas et ainsi de suite. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné et ça fonctionne encore beaucoup. Mais on voit une transition dans les 10 dernières années dans les diplomaties que je dirais provinciale. Il y a des collègues à moi qui parlent de paradiplomatie. Donc, cette diplomatie-là, des groupes qui ne sont pas nécessairement des pays. On le voit beaucoup en Europe. Une notion de déplacement vers une diplomatie qu'on appelle économique. Et donc là, maintenant, les délégués généraux du Québec, pour prendre cet exemple-là, ne vendent plus nécessairement la culture québécoise, mais vendent les business québécoises. Et donc, on ne vend plus le Cirque du Soleil parce que c'est de l'art, mais on le vend parce que c'est une sacrée fichue de belle business. C'était vendu d'ailleurs aussi. Et qui fait bien son travail. C'est vrai. Et donc, pourquoi la résilience vient jouer? Je cite souvent l'exemple de la compagnie Lego. Alors, vos auditeurs, certains d'entre vous ont des enfants ou d'autres ont des petits-enfants. Je fais peut-être. des Lego depuis quelques jours. Mon plus jeune a découvert les Lego. Alors, vos Lego à vous, personnellement, qui datent d'un certain temps. Ils sont vieux. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle du core business. Alors, Lego fait pour le dire simplement, des rectangles en plastique de différentes couleurs. Et ils ont fait des rectangles en plastique de différentes couleurs pendant très longtemps. George Lucas s'est présenté au conseil d'administration de Lego il y a quelques années et a eu l'idée de modifier ce que Lego faisait. Lego perdait des parts de marché, donc il y a eu des pertes pendant 3 années successives, et donc ils sont à redéfinir et à se poser la question, qu'est-ce que le nous? Qu'est-ce que c'est Lego? Et par pur hasard, et c'est peut-être pas un hasard nécessairement non plus, George Lucas se présente devant eux et il leur propose de faire des Lego, probablement tels que votre fils les connaît maintenant, et qui sont un peu loin du rectangle classique. Et donc, c'est des figurines, ou c'est du Lego à monter, un peu, d'une certaine façon. Cette première idée-là a été refusée par la compagnie Lego. Ils ont résisté. Exact. Ils n'ont pas résisté. Ils ont exactement eu la stratégie de redéfinir le nous de par le passé. Et alors, ils ont voté littéralement pour rester ce qu'ils étaient. Et la réponse qu'ils ont donnée à George Lucas, c'est de dire, nous faisons des rectangles en plastique. Même s'ils perdaient de l'argent. Et particulièrement parce qu'ils perdaient de l'argent. Alors, lorsqu'ils perdaient de l'argent, leur rationalité a été de dire, nous devons continuer à faire ce que nous sommes excellents à l'intérieur de ce modèle-là. Et ça fonctionne pour plein d'entreprises. De retourner à son corps. Ça a l'air contre-intuitif sur le plan... Là, je suis pas... j'allais dire, je suis pas un homme d'affaires. Oui, j'ai une entreprise incorporée. Mais j'ai l'impression que c'est pas la bonne décision. Intuitivement. Puisque dans une logique capitaliste, une entreprise perd de l'argent depuis 3 ans. Si on refuse de changer notre modèle, c'est un pari qu'on peut perdre de... Il faut rentrer dans les détails, mais pourquoi l'entreprise perdait de l'argent? Est-ce que c'est une conjoncture géopolitique particulière? Est-ce que c'est le matériel qui, pour certains temps, coûte plus cher? Est-ce que c'est le fournisseur qui pose problème? Est-ce que c'est des gestions internes? Est-ce que c'est un manque de publicité? Est-ce que c'est parce qu'on ne rejoint plus notre auditoire, notre audience comme on le veut bien? Est-ce que c'est pas le produit qui pose problème, mais ce qui l'entoure? Et ça, c'est très important d'avoir cette réponse-là, parce qu'ils ne peuvent pas avancer. Et il y a plein d'entreprises, je suis convaincu, si on faisait les recherches, qu'ils ont fait la bonne chose à demeurer dans leur core business. Alors,
Ça n'a pas fonctionné pour Lego. Ouais. Évidemment, on connaît la fin de l'histoire parce qu'on les voit tous maintenant. Oui, c'est ça. Ça n'a pas fonctionné pour Lego. Et donc, quelques années plus tard, la proposition est revenue sur la table. Et Lego a accepté de faire en collaboration avec Star Wars. Ouais. Justement, c'est, pour les dire comme ça, c'est nouveau Lego, là. Ouais. Et évidemment, on connaît l'histoire. Et là, oui. du coup, je ne connais pas les parts de marché par cœur, mais je ne serais pas surpris de... C'est probablement la plus grande part de marché maintenant, c'est ça, bien avant le... Toutes les franchises, parce qu'ils ont multiplié... Là, bien avant le rectangle de plastique de couleur. Et donc, on a l'illustration parfaite d'une entreprise qui a fait les deux notions de résilience. Une première de tentative de retourner à ce qu'ils sont depuis toujours. Et, quelque temps par après, une réflexion de se redéfinir face à une pression particulière qu'on peut appeler un choc, qu'on peut appeler une perturbation, mais dans ces domaines-là, des pertes de marché et des pertes de profit accumulées sur plusieurs mois, voire 2-3 années, ça demeure un choc. C'est comme ça que c'est perçu, avec raison. Et donc, c'est exactement le meilleur exemple qu'on peut donner pour dire que la résilience, il ne faut pas la voir de façon normative entre c'est bien ou c'est pas bien, ou il y a une façon d'être mieux que l'autre. Les deux peuvent cohabiter. Dans ce cas-ci, évidemment, le renouvellement a porté fruit, mais c'est pas toujours le cas. Et ça, je pense que c'est très important de le voir. Et on va le voir dans beaucoup d'organisations. Je trouve ça, l'exemple, Philippe Bourbeau de George Lucas, c'est intéressant parce que quand Star Wars a été créé en 1977, quand le film a été mis sur les écrans, le succès a été évidemment immense. Les produits dérivés, au début, George Lucas, ça l'intéressait même pas. Il a confié ça à une firme externe, une entreprise qui, elle, a vu le potentiel. Et après ça, quand il a vu l'impact, il a rapatrié. Mais au début, ça l'intéressait pas du tout. Intéressant. C'est pour la petite histoire. Avoir le pif de ce que peuvent rapporter des produits dérivés, c'est pas donné à tous. Ça, il faut avoir la vision. Et la résilience peut rien. Ah, ça, à la limite, il faudrait voir. Hey, merci. C'était costaud, mais je suis content. C'est dense, mais ça, je sais que c'est le contenu que mon auditoire aime. Et on va rester en lien. On ne sait pas, peut-être vous allez revenir après 1 an ou 2 au HEC pour venir nous parler de l'Institut avec grand plaisir. Moi, c'est un immense projet. On va faire quelque chose de très grand et de très gros. Ça va peut-être modeler aussi votre propre définition de la résilience, ou en tout cas de votre approche et son expression, à tout le moins, dans les organisations, assurément. Et donc, les opportunités, moi, je suis toujours très ouvert. Je vous remercie chaleureusement. C'est une très belle opportunité et j'en profite pour vous féliciter. Merci. Moi, je l'écoute, le balado, et je dois dire que ça me fait plaisir. Il y a de très belles entrevues. Merci. Et c'est un très, très beau produit. Merci beaucoup, Philippe Bourbeau.